Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Le 25 octobre prochain, l'Union européenne va voter pour le renouvellement ou pas de la licence du glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde et soupçonné, entre autres méfaits, d'être cancérogène. Pour parler des ravages du glyphosate et des enjeux énormes qui accompagnent son renouvellement en Europe, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui une des meilleures connaisseuses, enquêtrices sur le sujet, Marie-Monique Robin. Marie-Monique, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, documentariste, auteur notamment il y a 10 ans du Monde selon Monsanto et en 2011 Notre poison quotidien. Je cite les deux ouvrages qui sont le plus proches de notre thématique du jour. Et vous êtes aujourd'hui donc de retour sur le cas Monsanto et plus précisément son désherbant phare, donc le Roundup, avec un livre enquête qui est aussi précis qu'accablant et très pédagogique, passionnant à lire, le Roundup face à ses juges, que je vous montre ici, donc, qui est publié aux éditions de la Découverte, édition avec Arte Éditions, et également un documentaire, puisque c'est votre méthode habituelle, votre marque de fabrique, vous accompagnez toujours vos documentaires de livres, et vice-versa, qui a été diffusé donc hier soir sur Arte, où vous décortiquez donc avec pédagogie les effets de cette molécule chimique dont vous dites que c'est l'une des plus dangereuses qui ait jamais été inventée par l'homme jusqu'ici. Ce film, beaucoup d'entre vous l'ont vu hier soir. Vous pouvez le voir ou le revoir en replay sur le site d'Arte jusqu'au 16 décembre prochain. Je vous propose pour commencer de regarder la bande-annonce du Roundup face à ses juges. Mardi, dans Théma. Je suis dans cet état causé pesticides. Accusé principal, l'herbicide Roundup. Industriel mis en cause, Monsanto. Nombre de victimes, des dizaines de milliers à travers le monde. Aujourd'hui, elles s'unissent et accusent. Ils nous ont imposé un écocide et nous sommes ici pour le dénoncer. Roundup face à ses juges, un documentaire de Marie-Monique Robin dans Théma, mardi à 20h50. Alors Marie-Monique, ce glyphosate, de quoi s'agit-il exactement? Comment est-ce que vous définiriez cette molécule chimique? Alors c'est un herbicide qu'on dit total. Alors total, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il détruit toute forme de végétation. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'herbicides, eh bien, ils n'agissent que sur certains types de plantes. D'accord? Les graminées, par exemple. Voilà. Là, le glyphosate, il détruit toute forme de végétation. Alors évidemment, c'est extrêmement efficace. Le premier herbicide à base de glyphosate a été mis sur le marché en 1974 par Monsanto, sous le nom de Roundup. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cette marque, parce que ça a été vraiment un coup de foudre pour cet herbicide quand il est sorti, parce que, d'abord, comme je viens de le dire, il est très efficace. Voilà. Hyper efficace, ce qui explique son succès, c'est ça? Et puis Monsanto a toujours dit, et marqué sur ses bidons, que c'était biodégradable et bon pour l'environnement. Alors évidemment, quand vous avez un truc qui marche comme ça, à fond les manettes, excusez-moi l'expression, qui marche très bien, et qui en plus, apparemment pas toxique, voilà. Alors ça, c'est un mensonge. Ça fait déjà quelques temps qu'on le sait. Je l'avais déjà écrit et dit dans Le Monde sur le Monsanto. Monsanto a été condamné 2 fois par la justice, une fois à New York et une fois à Lyon, pour publicité mensongère. Et d'ailleurs, à partir du début des années 2010, il n'avait plus le droit de le mettre sur les bidons. Mais pour beaucoup de gens, quand même, oui, ça reste associé à ça. Ça reste, voilà, c'est que c'est pas toxique. Voilà, faut pas. Enfin, voilà. Et donc, c'est toute la légende de cet herbicide qui dure depuis maintenant une quarantaine d'années. Et que Monsanto entretient, en fait, tout à fait, depuis 40 ans, voilà, et sur lequel il a construit, en fait, son empire. Pourquoi ce produit-là est-il tellement un produit phare pour Monsanto? Pourquoi il est crucial, en fait, aujourd'hui pour Monsanto? Bon, d'abord, il faut savoir que quand Monsanto le met sur le marché en 1974, c'est intéressant par rapport à la problématique d'aujourd'hui, c'est parce que juste avant, un autre herbicide extrêmement toxique, qui était le 2,4,5-T, très utilisé dans tous les champs du monde, mais surtout connu aujourd'hui parce que c'était l'un des composants de l'agent orange utilisé pendant la guerre du Vietnam, finalement est interdit. Et on attend justement, vous voyez, qu'un autre produit arrive derrière, et ça va être le glyphosate de Monsanto. Voilà. Et c'est intéressant parce que peut-être qu'aujourd'hui, l'idée c'est ça aussi, on va peut-être interdire le glyphosate, on attend d'abord qu'il y ait un autre produit derrière. Donc, attention. Alors,
le glyphosate a commencé... Donc, il faut d'abord savoir aussi qu'en 2000, le brevet de Monsanto est tombé dans le domaine public. Dans le domaine public. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein de fabricants d'herbicides. Une centaine, hein, c'est ça, de voilà. fabricants dans le monde. Voilà, d'herbicides à base de glyphosate. Oui. Alors, on voit dans mon film, par exemple, la marque Glipper. C'est aussi un herbicide à base de glyphosate. Ce n'est pas du Roundup, ce n'est pas la marque de Monsanto, mais voilà. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, pourquoi ça va... il va se développer indépendamment de tout ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire utilisé par les maraîchers, les jardins, par les jardiniers du dimanche voilà. Et les agriculteurs, parce que ça marche très bien, mais aussi parce que à partir de 1996, Monsanto met sur le marché aux États-Unis, et ensuite suivront l'Argentine, le Brésil, etc., des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Et quelle est la caractéristique fondamentale de ces OGM, notamment du soja et du maïs, mais aussi le colza, il y a beaucoup plus de plantes maintenant, c'est qu'elles ont été manipulées génétiquement justement pour pouvoir être arrosées de Roundup ou de glyphosate. Ce qui va entraîner une explosion de l'usage de cet herbicide. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est 800 000 tonnes déversées chaque année sur la planète. Une grande partie, plus de la moitié, c'est uniquement à cause des OGM, moi je dis à cause. Et en France, c'est 9 000 tonnes. 8 000 tonnes par les agriculteurs, alors qui ne cultivent pas d'OGM, parce que comme vous savez, les cultures d'OGM ne sont pas autorisées en France, mais ils l'utilisent tout de même pour désherber, détruire les mauvaises herbes avant de semer du blé, vous voyez, n'importe quelle culture, du tournesol, enfin, ou des légumes, ou en plein champ des pommes de terre, enfin, etc. Et il y a un autre usage que je trouve très inquiétant, dont on parle très peu, et qui est un peu secret, voilà, j'arrive pas trop à savoir, c'est pas interdit, mais qui le fait, parce que c'est pas très glorieux. On utilise aussi le glyphosate avant la récolte de blé, par exemple, juste avant, pour assécher, on parle d'agent dessiccatif, assécher les grains et permettre une récolte plus facile et une meilleure conservation, entre guillemets. On le fait aussi pour les lentilles, par exemple, toutes sortes de haricots. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'évidemment, vous imaginez du blé qui est arrosé de Roundup ou de glyphosate juste avant la récolte, il est imprégné d'herbicides. D'ailleurs, vous dites que ce glyphosate, il est omniprésent et en fait, il nous concerne tous. Alors vous-même, vous avez été la victime consentante d'une étude qui a été faite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ces études, à quel point elles montrent que le glyphosate, en fait, ça ne concerne pas uniquement les agriculteurs qui l'épandent ou certains, comme vous disiez, particuliers, mais ça nous concerne tous. Pourquoi ? Alors ça nous concerne tous d'abord parce que la molécule est partout. C'est le premier contaminant des eaux de surface et des rivières de France, n'est-ce pas ? Elle est dans l'air. Alors dans l'air, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous épandez dans la Beauce, par exemple, c'est une région où on utilise beaucoup de Roundup avant de semer du blé, par exemple, c'est ce qui se passe en ce moment d'ailleurs, eh bien, par les vents, la pluie, cette molécule a la capacité de s'accrocher, elle monte dans l'air, elle fait un aérosol et elle s'accroche aux particules solides, et ensuite avec la pluie, les vents, elle est transportée ailleurs. Voilà. Alors, il y a des mesures très précises qui ont été faites en Argentine, par exemple, qui est une région de très fort épandage, évidemment, parce qu'il y a 21 millions d'hectares de soja transgénique, arrosé, donc encore une fois, de glyphosate. Et un chercheur qui a travaillé sur cette question a constaté que Buenos Aires, on ne cultive pas d'OGM, la capitale, eh bien, est l'un des lieux les plus pollués à cause des pluies. Voilà. Et on a fait les mêmes constats aux États-Unis. La pluie transporte le glyphosate. Alors malheureusement, nous n'avons pas d'études similaires en France, parce que même Airparif, qui est l'association habilitée pour faire des mesures de contamination de l'air, c'est ce que je révèle dans le livre, n'a pas mesuré le glyphosate, parce que cette molécule, elle a vraiment tout pour plaire aux fabricants. Elle est particulière, on va faire simple, et il faut des kits particuliers pour la détecter, et pour le faire, il faut aller par exemple à un laboratoire à Leipzig, et ça coûte 80 € l'échantillon. D'accord. Alors c'est très cher, donc comme c'est cher et compliqué, voilà, on ne cherche pas, donc on ne trouve pas évidemment. Alors, autre chose, il faut savoir que la Commission européenne a établi une liste de 378 aliments qui sont susceptibles de contenir des résidus de glyphosate. Voilà. Donc, par rapport à ce que vous dites, nous sommes tous concernés parce que il est partout dans l'alimentation. Oui. Et moi, effectivement, au printemps dernier... Oui, rappelez-nous un peu, parce qu'il y a eu plusieurs études d'ailleurs qui sont inquiétantes. Génération Future, qui est une association qui fait un excellent travail dans ce domaine, très sérieux, très rigoureux, a demandé à 30, comme vous avez dit, cobayes volontaires. Consentants. Voilà, il y avait la chanteuse Émilie Loiseau, par exemple, qui a accepté. Il y avait l'ancienne ministre de l'Environnement, Delphine Batteau. Il y avait
l'ex-rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, Olivier de Scutter, qui a accepté. Donc nous avons tous fait pipi dans un flacon, vous voyez. Ouais. Et ensuite, ça a été passé au bain-marie, parce que c'est très comporte. Voilà. Et ensuite, envoyé par François Veyret, qui s'occupe de la génération future, qui l'a envoyé donc à Leipzig. Et le résultat, c'est que nous avions tous des résidus de glyphosate dans nos urines, à des niveaux en moyenne 12 fois supérieurs à ce qui est autorisé dans l'eau. Et ça confirme des études avec de plus larges cohortes en Allemagne. Notamment une étude allemande qui est la plus large réalisée à ce jour et dont les résultats sont absolument accablants. Ah oui, 2000 citoyens allemands. Le résultat, c'est la même chose que ce qui finalement a été constaté sur ce petit échantillon français. Tout le monde est imprégné. Les plus imprégnés sont les mangeurs de viande. Alors pourquoi? Parce que ces mangeurs de viande mangent de la viande, qui peut être du poulet, des vaches, du cochon, qui est nourri avec du soja transgénique importé d'Argentine, c'est ce qu'on voit dans mon film, et arrosé de glyphosate. Alors, les mangeurs de viande sont très imprégnés. Les enfants, parce que proportionnellement, c'est toujours la même chose. Et puis, alors, intéressant aussi, et c'était mon cas, moi j'étais dans la fourchette basse. Et ça, vous mangez bio? Voilà, c'est ça. Parce que je mange bio, mais à la maison. Donc, ça veut dire que quand vous contrôlez ce que vous ingérez. Oui, mais quand je sors, je vais tournage, n'importe quoi, et je bien manger, donc j'en ai quand même du glyphosate. Et l'étude allemande montrait que ceux qui mangent bio, la majorité bio, on va dire, parce que c'est très rare quand on est 100%, manger 100% bio, avaient 4 fois moins de résidus que ceux qui ne mangeaient pas bio. Et donc, même résultat aux États-Unis. Donc ça veut dire que toute la population européenne occidentale, au minimum, est imprégnée. Et c'est très inquiétant vu les caractéristiques de cette molécule. Alors justement, on va revenir aux conséquences de cette molécule qui, alors dans votre livre et puis dans le documentaire, il y a un de vos interlocuteurs que vous interviewez qui en parle comme d'une pieuvre. C'est vrai que la polémique actuellement, on va y revenir par la suite, se concentre sur l'aspect cancérogène du glyphosate, mais en fait, il est multifacette. Voilà. Alors, on pourrait peut-être commencer, un des aspects qui est vraiment les plus accablants, les plus durs, et vous ouvrez le film d'ailleurs là-dessus, c'est le cas notamment de ce petit Théo, donc cet enfant français qui a 10 ans aujourd'hui, et donc lui qui souffre d'une très grave malformation. Donc voilà, ça c'est un des effets du glyphosate. Alors, c'est ce qu'on appelle la fonction tératogène, donc ça veut dire que ça provoque des malformations congénitales quand vous êtes exposé in utero et au début de la grossesse de votre maman. C'est très précis. Et alors, moi, quand j'ai proposé à Sabine Grattalou, la maman du petit Théo que j'ai rencontré, de faire partie de mon enquête, évidemment, j'ai vérifié avant. Parce qu'elle, son histoire, elle raconte donc, elle a une agence de voyage qui fait des randonnées à cheval, une carrière d'équitation. Elle habite du côté en Isère. Et elle avait l'habitude de désherber une fois par an, au début de l'été, avec un herbicide à base de glyphosate. Et donc, pendant l'été 2006, elle recommence. Elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Et 9 mois plus tard, elle donne naissance à Théo, un petit garçon qui a 2 malformations congénitales. L'une qui est une atrésie de l'œsophage, donc une malformation de l'œsophage, et l'autre, une malformation du larynx, ce qui fait qu'aujourd'hui, il parle avec il a eu une trachéotomie, donc ça avait une voix... Voilà. Ce qu'on voit bien dans le film. Alors, évidemment, quand vous avez une histoire comme ça, il faut commencer par vérifier est-ce que c'est plausible, l'exposition à cette molécule et ce qui se passe après avec Théo. C'est tout à fait plausible. C'est-à-dire que des études indépendantes, faites par des scientifiques indépendants, qui n'ont donc aucun intérêt économique dans le résultat des travaux qu'ils mènent, montrent que c'est tératogène et que ça peut avoir des effets très très graves quand vous êtes exposé au début de la grossesse. Ensuite, des études, y compris faites par Monsanto, parce que moi j'ai pu avoir accès, grâce à un scientifique américain, à tout le dossier d'homologation. Une étude de 1980, par exemple, montre que Monsanto savait que c'était tératogène, sauf qu'ils ne l'ont pas dit. Ils l'ont caché. Ils l'ont caché. Alors, Sabine Grattalou a décidé de porter plainte. Son avocat, c'est monsieur... William Bourdon. Voilà, William Bourdon. Elle sait très bien que ça va être une bataille, parce que, évidemment, Monsanto va dire, oui, mais comment, et parce que c'est peut-être pas nous, peut-être que vous fumez, peut-être que... Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est tératogène, les études indépendantes le montrent, et les études, y compris
de Monsanto et d'autres fabricants montrent que c'est tératogène. Donc ça, c'est une première... une des premières grandes facettes. Voilà, ça, tout à fait. C'est aussi un perturbateur endocrinien, parce que c'est souvent très lié, tératogène. C'est-à-dire que ça agit comme une hormone de synthèse, et donc ça veut dire aussi que ça agit à de très faibles doses. Il y a une déclaration de consensus scientifique, on dit ça comme ça, ce sont des scientifiques qui se sont réunis, qui ont étudié toutes les études disponibles, et qui font après ce qu'on appelle une déclaration de consensus, c'est-à-dire voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui de la molécule. Et le fait que ce soit un perturbateur endocrinien est très bien documenté. Donc ça veut dire que si, encore une fois, vous êtes enceinte, et au début de votre grossesse, parce que il faut bien comprendre qu'un bébé se développe dans le ventre de sa maman grâce à des hormones, n'est-ce pas? Et c'est vraiment une mécanique très délicate, l'organogénèse. Et s'il y a une molécule qui prend la place de l'hormone naturelle, qui va faire, par exemple, qu'au 44e jour, c'est le moment où les cellules qui vont donner lieu au tel organe, eh bien, il y a une molécule, on dit exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur, qui prend la place de l'hormone naturelle, eh bien, il va y avoir un déraillement. Donc, et ça veut dire aussi que si Sabine avait passé son Roundup ou son glyphosate au 7e mois de grossesse, elle n'aurait certainement rien eu. Et le bébé n'aurait rien eu. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Donc, les perturbateurs endocriniens, et c'est le cas pour le glyphosate, agissent à des doses très très faibles, comme des hormones de synthèse qui prennent la place des hormones naturelles. Donc, les moments particulièrement délicats. Voilà. Ce que vous montrez aussi à travers le cas de l'Argentine, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est très important. Alors, il y avait déjà, dans 2008, quand j'écrivais Le Monde selon Monsanto, j'avais fait le tour de toutes les études disponibles à l'époque, des études qui avaient été publiées par les universités canadiennes, par exemple, qui montraient que des agricultrices qui avaient utilisé du Roundup peu avant la conception d'un enfant ou peu de temps après, eh bien, avaient un taux de fausse couche et de malformation congénitale beaucoup plus élevé que des agricultrices ou des femmes, une population contrôle qui n'avait pas utilisé ce Roundup. Alors tout ça est confirmé 10 ans après par beaucoup plus d'études. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Parce qu'en 2008, vous étiez complètement plongé dans Monsanto, que vous avez un peu mis de côté... pour plein de raisons pendant une dizaine d'années. Et là, vous m'aviez dit, quand je me souviens, quand on en avait parlé la première fois, que jamais vous n'auriez cru, en vous replongeant dans Monsanto, que les conséquences du Roundup et du glyphosate, plus largement, étaient aussi atroces. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu les OGM qui ont été mis sur le marché en 1996, qui ont envahi l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. C'est des millions d'hectares, 75 millions d'hectares aux États-Unis, 21 millions d'hectares en Argentine, et le Brésil, et le Paraguay, etc. Que ce soja a envahi tous les élevages industriels d'Europe. Nous nourrissons nos animaux d'élevage industriel avec du soja ou du maïs imbibé de glyphosate. Et donc partout, il y a eu des malades. Vous savez, c'est comme ça et ça provoque que des scientifiques partout se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une inquiétude de la population, on va travailler sur la molécule. Et ça s'est passé pour d'autres... avant, un insecticide très, très connu qui était le DDT, après la Seconde Guerre mondiale, un petit peu l'équivalent du glyphosate, c'est-à-dire l'insecticide vedette qu'on balançait partout parce que soi-disant que ça n'avait pas d'effet, etc., dont on découvrira après que c'était cancérigène, que c'était un perturbateur endocrinien. Et pendant très longtemps, tout le monde se disait, il n'y a pas de problème. Et à un moment, il y a un tel poids... un tel doute, une telle inquiétude que des scientifiques indépendants commencent à travailler dessus. Et donc, il y a des études qui sont publiées, vous comprenez? Et moi, ce que j'ai découvert en 10 ans, c'est que d'un seul coup, il y a plein d'études qui sont multipliées dans le monde. Voilà. Et c'est pourquoi le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a pu classifier le glyphosate. Vous comprenez? Parce que le CIRC ne fait ces classifications, donc leur fonction, donc c'est leur rôle, c'est de classer les produits chimiques en fonction de leur potentiel cancérigène. Il y a 3 groupes. Voilà. Et ils ne le font qu'à partir d'études publiées. S'il n'y a pas d'études publiées, ils ne peuvent pas. Vous comprenez? Publiées et donc indépendantes. Indépendantes. Voilà, conduites de façon indépendante par des chercheurs indépendants. Indépendants et publiées dans des revues scientifiques avec comité de lecture, on appelle ça comme ça. Ça veut dire que, d'abord, il y a un comité qui examine les données avant de publier l'étude, et puis que chaque scientifique, après, peut avoir accès à ces données s'il le désire. Et donc, d'un coup, mais c'est des centaines d'études, c'est impressionnant, qui ont été publiées. Ce qui fait que le CIRC a pu se pencher sur la molécule et émettre un jugement. Vous comprenez? Alors, pour autant, quand on parle du glyphosate, du Roundup, l'image qui vient en premier, c'est de dire, non, ça fait l'objet d'une énorme controverse scientifique, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, vous citez le CIRC, donc l'agence qui dépend de l'OMS, chargée du cancer, mais on a d'autres agences
qui servent en plus aux procédures d'homologation des molécules en Europe et en France, qui disent au contraire, ben non, c'est l'effet cancérigène est improbable. C'est le cas de l'ANSES, enfin c'est le cas de plusieurs agences. Tout à fait. Donc, comment est-ce qu'on peut aider le citoyen, l'individu lambda? Comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Est-ce que... Alors, moi, je dois dire... Pour vous, est-ce qu'il y a vraiment controverse? Non. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a controverse scientifique sur les effets du glyphosate aujourd'hui? Pour moi, il n'y a pas de controverse scientifique. Il y a une fausse polémique entretenue, comme ça a été le cas avant pour d'autres produits. Le tabac, par exemple. Oui, au tabac. Moi, j'ai longuement décrit ça dans notre pesant quotidien. Hein, parce qu'il faut bien savoir que tout ce qu'a fait l'industrie du tabac pour cacher les méfaits, les cancers, notamment du poumon, voilà, liés à la consommation de tabac, eh bien, ça a servi de modèle ensuite à l'industrie chimique. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle la fabrique du doute. Hein. C'est un vrai business. Hein. C'est beaucoup d'argent investi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a une étude qui montre qu'il y a un problème et qu'il y a un lien entre le tabagisme et le cancer du poumon. OK. Donc, on va faire quoi? On va trouver un scientifique qui fait une étude bidon, parce qu'en fait, ça dépend comment vous la concevez, mais il va s'arranger pour que les résultats soient conformes. Voilà. Et du coup, on va dire... et l'OMS a été victime de ça. Hein. J'ai décrit ça dans notre pesant quotidien. Non, finalement... qui croire, hein? Donc on va encore attendre une autre étude. Et ça va durer, ça va durer. Et ça a été vrai pour l'amiante. On sait le prix humain payé par ce genre de stratégie. Ça a été vrai pour le bisphénol A. Moi, j'en ai beaucoup parlé dans notre pesant quotidien, c'est pareil. D'ailleurs, c'est très simple. Pour le distilbène, enfin, on pourrait citer plein d'exemples. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, tous ceux qui travaillent sur les sciences, on appelle ça l'effet du financement. C'est-à-dire que quand vous avez une molécule controversée, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui se sont penchés là-dessus, hein, qui ont fait des statistiques, etc. En général, toutes les études qui sont faites par des chercheurs indépendants, qui n'ont encore une fois pas d'intérêt économique très important dans le résultat de leur étude, montrent qu'il y a des problèmes avec cette molécule. Et en revanche, les études faites par les fabricants, qui ont eu un intérêt évidemment dans le résultat, montrent l'inverse. Et on est exactement dans ce cas de figure avec le glyphosate. Oui, parce que si je reprends là les textos que dit Monsanto et puis d'autres fabricants de glyphosate, il est scientifiquement prouvé que le glyphosate est 2 fois moins toxique que le sel de table, 25 fois moins que la caféine et 5 fois moins que la vitamine D. Ouais, c'est incroyable. C'est absolument incroyable de dire ça. Alors, et d'ailleurs, l'une des révélations de mon film et de mon livre, vous savez, il y a cette légende qui va circuler, donc que c'est biodégradable, que c'est bon pour l'environnement, etc., et que c'est absolument pas toxique, pratiquement pas toxique. Hein. Et c'est ce que vous venez de citer, donc du coup, voilà, c'est comme le sel, hein, si vous mangez beaucoup de sel, vous allez tomber malade. C'est comme, là, on vient d'entendre récemment le commissaire européen à l'agriculture qui dit c'est comme le beurre, hein, si vous mangez beaucoup de beurre, moi je trouve ça, je considère que c'est une insulte aux victimes, mais bon. Et ça part d'une étude, cette légende, oui. Et moi parce qu'elle s'appuie sur des études dites scientifiques. Tout à fait. Ça part d'une étude. La première étude qui exige les agences de réglementation pour pouvoir constituer un dossier d'homologation et d'autorisation de mise sur le marché des produits chimiques, c'est ce qu'on appelle une étude de toxicité aiguë. Toxicité aiguë. Donc, une toxicité aiguë, ça veut dire quoi? Vous prenez le produit chimique, vous prenez des cobayes. Alors, ça peut être, en l'occurrence là, c'était des Daphna magna, c'est des petits crustacés d'eau douce qui sont très très bons, un très bon révélateur de l'écotoxicité de produits chimiques. C'est-à-dire que si ça ne va pas bien pour eux, ça ne sera pas bon pour nous. Voilà, pour faire... Et en fait, il y a un chercheur norvégien qui s'est dit, mais quand même, je vais demander cette première étude de Monsanto, 1978, toxicité aiguë, qui disait en gros qu'il fallait quasiment 1 kg de glyphosate par litre, 930 mg, pour tuer la moitié des Daphna magna. Et il refait l'étude. Il dit, mais je ne comprends pas. C'est pas du tout ça. C'est 300 fois plus toxique que ce qu'a dit Monsanto. Et il soupçonne, alors il le dit avec beaucoup dans le film de tact, parce que voilà, il dit, écoutez, je pense qu'ils n'ont pas utilisé le même glyphosate que nous. Moi, je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce qu'il y a plusieurs formes de glyphosate. Il y a une forme non soluble dans l'eau. Donc, évidemment, si vous utilisez une forme non soluble, il n'y a pas d'effet. Ça ne donne pas les mêmes résultats. Et, très clairement, ils ont triché. Moi, je le dis. Très clairement, ils ont triché. Et c'est à partir de cette étude qu'a couru cette rumeur que c'était pas pire que le café, que le sel de table, etc. Et c'est impressionnant. Et ça, pour en revenir à votre question, ce qui est absolument inouï dans cette affaire, en ce qui concerne les agences de réglementation, l'EFSA, l'autorité européenne, ou son homologue allemand, le BfR, hein,
On a la même chose avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire chez nous, exactement. Qui dit, niveau de preuve de cancérogénéité du glyphosate relativement limité, je les cite, entre guillemets. Alors, c'est très étonnant parce que ils font exactement ce que Monsanto et ses alliés, autres fabricants font. Ils écartent toutes les études indépendantes, mais avec des motifs, je raconte ça dans le livre, vraiment, c'est absolument révoltant. Il y a plusieurs scientifiques qui ont dit que c'est de la fraude scientifique. Et ce n'est pas n'importe qui. Christopher Portier, par exemple, qui est dans mon film, que j'ai longuement interviewé dans le livre aussi, qui est un chercheur de renommée internationale, qui a dirigé de très grandes institutions scientifiques américaines. Qui est vraiment une référence en toxicologie. Une référence, absolument. Et lui-même est obligé de sortir de sa réserve, parce que ce n'est pas du tout le genre à brandir des drapeaux, etc. Il parle de fraude scientifique. Donc, vous avez des arguments complètement fallacieux pour écarter les études indépendantes qui montrent que c'est cancérigène, qui montrent que c'est tératogène. Et en revanche, ils gardent les études faites par les fabricants, dont la plupart ne sont jamais publiées. Il faut quand même savoir que les études que fournissent les fabricants aux agences de réglementation ne sont jamais publiées dans la littérature scientifique. Elles sont même couvertes par le secret commercial. C'est ce qu'on voit aussi dans le film. Et ça, je pense que c'est tellement grave ce qui se passe là, qu'on pourrait penser qu'à un moment, on débouche sur une très grave crise institutionnelle. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle ils n'arrêtent pas de repousser la décision. Alors, justement, j'ai une question d'Élodie qui vous demande, est-ce que vous-même avez-vous subi des pressions de la part de Monsanto ou d'autres fabricants de glyphosate? Alors, depuis que j'ai fait le monde sur le Monsanto, je suis un peu habituée, vous savez, je parlais de la fabrique du doute tout à l'heure. Donc la fabrique du doute, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment que les industriels, ils payent des agences de communication pour, alors par exemple, envahir les réseaux sociaux avec des pseudos. Alors on les appelle les trolls entre nous, tous ceux qui ont affaire à ce genre de pratiques. On les reconnaît facilement parce qu'ils ont une manière d'écrire, etc. Donc, mais c'est des gens qui sont payés pour vous discréditer, pour dire que vous êtes nul, que c'est n'importe quoi, etc. C'est tout ce qui est apparu d'ailleurs dans les Monsanto Papers, dont vous parlez. Tout à fait. Voilà, c'est toutes les méthodes, en fait, toutes les manipulations, c'est ça, tous les mensonges pratiqués par Monsanto. Voilà. Dans mon cas, j'ai porté plainte récemment contre l'un de ces trolls, je vais le dire carrément, qui a un pseudo qui s'appelle Wakasepi. Voilà, et dont on sait très bien qui c'est. Il s'appelle André Heitz, un ancien lobbyiste de l'industrie, retraité aujourd'hui, qui a travaillé à l'UPOV, qui est l'Union des protections des obtentions végétales, donc c'est vraiment lié aux grands semenciers, qui ensuite a travaillé à Bruxelles comme lobbyiste pour l'Organisation de la propriété intellectuelle, mondiale de la propriété intellectuelle, qui a longtemps été masqué, caché derrière son pseudo, et grâce à Benjamin Souris, qui est un journaliste d'investigation, il a réussi à trouver qui c'était. Alors c'est très, très étonnant parce que monsieur... Alors qu'est-ce qu'il a fait, lui lui, il a un blog de lobbyiste, qui un jour, j'étais très surprise, fin juin de cette année, j'étais en train d'écrire mon livre, et je trouve une charge très virulente sur son site contre moi, contre le tribunal international Monsanto dont on va parler, contre les gens du cirque, donc l'agence de l'OMS. Et très curieusement, et ça m'a vraiment... je vois un mail que j'avais écrit en anglais le 8 août 2016, donc un an plus tôt quasiment, à l'un des chercheurs qui était donc associé à la décision du cirque, qui est un chercheur très réputé du National Cancer Institute des États-Unis. Et ce mail est traduit en français sur le site de Wakasepi. Et ça, c'est quand même très troublant. Donc, il y a plusieurs options. Soit ma boîte mail était piratée par Monsanto ou une agence, voilà. Parce que de toute façon, c'est pas Aaron Blair, qui est le scientifique américain dont je parle, qui a donné mon mail à non, ça c'est sûr. Alors, soit elle est piratée, soit, comme Monsanto mène une campagne extraordinaire, mais d'une violence extrême. Très violente. Très violente. C'est même plus violent que pour le tabac, à certains aspects. C'est très violent, parce que il faut que vous compreniez l'enjeu pour eux. Si qu'est-ce qu'ils ont à y perdre? Ils ont à y perdre que tous les OGM, c'est fini. Vous vous rendez compte? 95% des OGM cultivés sur la planète, ce sont des
des plantes manipulées génétiquement pour pouvoir être arrosées de glyphosate. Les Roundup Ready, issus des Roundup voilà, Ready. Mais j'ai parlé du soja, le maïs, mais il y a le colza, il y a la betterave sucrière maintenant, il y a la luzerne. Donc c'est absolument énorme. Donc vous disiez tout à l'heure que le Roundup, le glyphosate était un désherbant total, mais c'est un système total. C'est un système total. Voilà. Alors, et c'est la clé de voûte de Monsanto, du système Monsanto, c'est ça. Et je pense aussi qu'indépendamment de ces enjeux économiques qui sont très importants, c'est devenu aussi, et ça c'est très important parce que les symboles comptent, c'est le symbole, le Roundup et le glyphosate, d'un modèle agro-industriel qui s'est développé après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est devenu vraiment l'emblème de ce paquet dont vous parlez, c'est-à-dire le paquet technologique, on dit comme ça, c'est des semences améliorées entre guillemets, avec les engrais, les pesticides qui vont avec. Et si, quelque part, et je pense c'est aussi ça qui explique cette énorme polémique, indépendamment des enjeux, c'est aussi un enjeu de symbole, c'est-à-dire que si on remet en cause le glyphosate et qu'on l'interdit, c'est vraiment tout ce système qui s'effondre, vous voyez. Et je pense que ça va... Donc, c'est pas fini l'histoire. La violence va continuer aussi, et c'est pas fini. Alors, le 25 octobre, l'Union européenne doit se prononcer normalement sur l'autorisation, la reconduction en fait, de l'autorisation normalement pour 10 ans d'utilisation du glyphosate. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous pensez que ça va passer, que ça a des chances de ne pas passer? Pour trancher, il faut une majorité qualifiée de 16 États sur 28. Donc c'est beaucoup. Qui représente 65% de la population de l'Union européenne. Donc pour l'instant, on a l'Italie, l'Autriche, à ma connaissance, qui se sont exprimés contre. On va y revenir pour la France. Mais donc, quel est votre pronostic sur ce vote? C'est très difficile. Je n'ai pas de boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est que pour toutes les raisons qu'on vient de dire, y compris le côté symbolique, si les États membres, ce sont eux qui décident, il faut quand même bien comprendre, on dit la Commission, les États membres vont voter, vous l'avez bien dit, ils vont voter. C'est-à-dire que chaque citoyen doit s'adresser à son État pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. C'est les États qui vont décider finalement. Donc, s'il y a une majorité qualifiée qui se dégage pour, par exemple, réautoriser le glyphosate, c'est une crise. Vous voyez bien, les scientifiques parlent carrément de fraude scientifique. C'est quand même un truc incroyable. Pour ceux qui suivent ce genre de dossier, c'est très rare. Des pétitions avec 96 scientifiques qui parlent de fraude scientifique, on n'a jamais vu ça. Les citoyens sont devenus très exigeants et suivent ça de très près, sans parler des ONG qui font tout leur travail, les associations, etc. Donc, très compliqué. Si, en revanche, ils interdisent, ça veut dire qu'il y a une majorité qualifiée qui dit on interdit. Donc, ça veut dire que tout le travail qu'a fait l'EFSA, l'Agence sanitaire européenne, eh bien, c'était véritablement de la fraude scientifique, ce qui, à mon sens, c'est le cas. Donc, ça veut dire suspicion aussi sur tout ce qu'ils ont fait avant. C'est une remise en question, quand même, de tout le dispositif dispositif d'homologation. Et là, on est face à une crise. Donc, vous voyez, c'est complexe. Et alors, là-dedans, il est quand même difficile de bien comprendre la position française. Nicolas Hulot s'est exprimé très clairement, pour le coup, contre. Mais ensuite, on a des voix totalement discordantes. Est-ce que vous y voyez clair, vous, dans la position française? Alors, Nicolas Hulot a dit très clairement à la fin de l'été qu'il allait donc maintenir la position qui avait été celle de Ségolène Royal dans le tour d'avant, parce que ça dure, le printemps 2016. C'est une histoire longue. Elle avait dit, la France vote contre la réhomologation du glyphosate. On s'aligne sur la position du CERC, donc de l'agence onusienne. Nicolas Hulot avait dit ça. Et puis, il a suffi que 200 agriculteurs montent sur les Champs-Élysées à Paris pour qu'on voit une déclaration d'abord du ministre de l'Agriculture, M. Travers, et ensuite du Premier ministre, disant que voilà. Et aujourd'hui, la position, c'est la France a voté contre une réhomologation de 10 ans. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, sous-entendu, et d'après ce que je sais, c'est ce qui est en train de se passer, on va proposer peut-être 2, 3, 5, 7, voilà. Ans, donc de prolongation. Donc, moi, j'estime que c'est une reculade, franchement. Alors, après, on nous dit que le gouvernement va s'engager à supprimer l'usage du glyphosate avant la fin du quinquennat, mais excusez-moi, pour ceux qui suivent toutes ces histoires, vous l'avez fait comme moi, le Grenelle de l'environnement,
C'était, avant 2018, on doit réduire de 50% l'usage des pesticides, mais sans aucune contrainte. Et bien, résultat, aujourd'hui, non seulement on n'a pas baissé, on a même augmenté. Augmenté. Oui, on a augmenté. Donc, le genre de promesse qui dit, avant la fin du quinquennat, on va s'arranger pour... Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je pense qu'il faut interdire. Mais, en même temps, comme dirait le président de la République, en même temps, et répondre à l'inquiétude des agriculteurs qui est voilà, réelle. c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous la comprenez, cette attitude, en tout cas d'une grande partie des agriculteurs français, dont certains ont manifesté, vous le disiez, sur les Champs-Élysées. Vous-même, vous êtes fille d'agriculteurs, donc vous les connaissez bien. Comment vous comprenez cette attitude et comment ça se passe quand vous en parlez avec eux Alors, je comprends très bien leur inquiétude. Alors, je leur dis souvent, attention, on vous ment. Parce qu'eux-mêmes sont les premières victimes. Ah ben oui, bien sûr. Et moi, je leur dis régulièrement, je l'ai fait encore très récemment, que quand même, il faut une cohérence, quoi. On vient d'interdire, depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales, locales, ne peuvent plus utiliser de pesticides, et donc, évidemment, du Roundup, dans tous les espaces publics. Voilà. Okay. Parce qu'on estime que c'est dangereux. Les squares, les cours de récréation, comme on l'a fait beaucoup, etc. Ouais. Après, à partir du 1er janvier 2019, les particuliers n'auront plus le droit non plus. Donc, parce qu'on estime qu'ils sont... c'est pas bon. Et il n'y a que les agriculteurs qu'on continue d'exposer au danger, là. Et on leur dit, attention, vous mettez bien le masque, hein, les combinaisons, les gants, les bottes. Les scaphandres. Non, attendez. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on leur ment parce que moi, j'ai parlé avec plusieurs. Hein, j'ai même filmé un agriculteur dans l'Eure, en Normandie. J'en ai fait un bonus sur le DVD. Qui pratique ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Donc, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une nouvelle tendance. Alors, il faut quand même savoir que cette tendance est très largement encouragée par l'industrie, y compris Monsanto. Hein. Il faut être très clair là-dessus. Mais c'est quand même un effort pour essayer de limiter l'utilisation des pesticides. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, pour ne pas labourer les champs, donc éviter de retourner la terre, etc., ce qui n'est pas plus mal parce qu'on préserve la vie du sol, n'est-ce pas? On passe un coup de Roundup, ou d'un herbicide à base de glyphosate. Après, on sème dedans. Alors, embêtant parce que moi, je révèle plus en détail dans le livre qu'en fait, plusieurs études montrent que quand vous semez du blé dans un champ qui a été désherbé au glyphosate, il y a une translocation et ça va dans les graines de blé. Mais bon, voilà, et dans la plante qui est cultivée. Et donc ensuite, ils sèment et ils essaient de faire des couverts végétaux qui permettent de maintenir la vie du sol, etc. Donc c'est très bien. Sauf ils me disent, on utilise 1,8 à 2 litres par hectare. Mais je dis, écoutez, d'abord, une étude de l'INRA montre, confirmée par une étude américaine, que quand on passe un pesticide avec les épandeurs, moins d'1% du produit pulvérisé atteint la cible. Tout le reste part dans l'environnement. Donc, il faut être bien clair avec ça, d'accord? Deuxièmement, ils me disent, oui, mais c'est des petites doses. Je dis, des petites doses, non, on en a parlé. Les petites doses, elles sont dangereuses, parce que cette molécule est dangereuse, y compris à des petites doses. Alors, la question pour eux, c'est, si on nous interdit le glyphosate, tout notre système agricole s'effondre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je dis... Est-ce qu'ils sont prêts à l'entendre? Est-ce que vous voyez dans le gouvernement actuel une véritable volonté de mettre à plat et puis de lancer ce débat? Vous me disiez avant de commencer notre émission que sans doute les parlementaires allaient lancer une commission d'enquête sur le glyphosate. C'est ce que je viens d'apprendre. Voilà. Sur l'aide publique, je vais le dire. Hein, c'est ce que m'a annoncé reste tout à fait là, tout à l'heure. Delphine Batteau qui a dit qu'il y avait une commission donc, qui se crée à l'Assemblée nationale sur le glyphosate. Il faut savoir que j'ai fait une avant-première du film la semaine dernière à l'Assemblée. Il y en a une autre qui se prépare au Sénat maintenant. Voilà. Donc, elle me dit, tu vas être auditionné. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, les agriculteurs, le problème, c'est qu'il faut leur proposer autre chose. Mais il faut sortir de... Le problème, c'est qu'il faut sortir aussi de l'alternative chimique. Vous comprenez? Je vous disais tout à l'heure que quand le Roundup arrive sur le marché en 1974, eh bien, on a attendu d'interdire le 2,4,5-T, on a attendu qu'il y ait un produit de substitution, vous voyez? Et résultat, qu'est-ce qu'on fait 30 ans après, 40 ans après? Ah ben non, il y a un problème. Et on va refaire pareil. Hein? On va remplacer avec un produit chimique et dans 20 ans ou dans 30 ans, on va dire, ah ben non, il y avait des gros problèmes. Donc, pour laisser le temps à Monsanto et consorts de développer un autre produit. Donc, il faut un certain courage politique pour dire, on interdit cette molécule parce qu'elle est dangereuse. On a parlé du fait que c'était cancérigène, tératogène, mais on n'a pas dit que c'était un antibiotique aussi. Hein. C'est un brevet que Monsanto a obtenu en 2010 et pour moi, c'est très, très grave, notamment pour nous, les citoyens. Donc, c'est un antibiotique à très large spectre
et qui donc agit sur les sols. On le voit dans mon film et dans mon livre. Hein, il détruit les bonnes bactéries et encourage les agents pathogènes. Et puis nous aussi, parce que quand on a du résidu de glyphosate, et comme j'ai dit, nous en avons tous, donc ça a un effet sur le microbiote, sur la flore intestinale. Ça détruit les bonnes bactéries, ça encourage les mauvaises, etc. Donc c'est vraiment... il y a plein de raisons d'interdire ce produit. Mais il faudrait faire, vous savez, je donne souvent cet exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez des CFC, qui étaient ces produits, ces gaz qui servaient dans les équipements, vous savez, gaz réfrigérants. Et à un moment, on constate, 1985, une étude publiée dans Nature qui dit ça fait des trous dans la couche d'ozone. Et là, il se passe un truc qui est exemplaire. En 2 ans, ça va donner lieu au protocole d'ailleurs de Montréal. Tout le monde se dit, oh là, très grave, on interdit tout de suite, mais en même temps, on encourage, c'est qu'à dire en même temps, oui, on encourage les produits de substitution, qui font pas eux-mêmes des trous dans la couche, enfin, de vrais produits de substitution. Et au début, les fabricants ont tous dit, et les utilisateurs, ah mais vous allez mettre par terre la chaîne du froid, c'est impossible, etc. On peut pas. Ben si. Ouais. Et en fait, il suffit d'une volonté politique. On a fait plein de choses, on a encouragé la recherche et on a trouvé des solutions. Volonté politique et industrielle, en l'occurrence. Il y a une partie des industriels qui sont prêts Tout à fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, bon, c'est pas fini, la couche d'ozone est en train de se reconstituer. Ça prendra encore un peu de temps parce que ces gaz, ces fameux CFC, se sont accumulés, mais on y est arrivé. Donc, je dis qu'on peut faire la même chose pour le glyphosate. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous écoutent, qui seraient prêts à le faire. Parce que je vous rappelle quand même que c'est une profession à laquelle je tiens beaucoup, parce que moi-même, j'en suis issue et je n'ai jamais renié mes origines. C'est la première profession où on se suicide en France. Il y a tous les jours des agriculteurs qui se suicident, parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc, ils seraient au moins prêts, ça c'est sûr. On leur propose des alternatives, mais qui sont des alternatives vraiment vers une agriculture durable, saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la formation, ça veut dire de la recherche appliquée qui répond vraiment aux besoins de ces agriculteurs. Et c'est faire un peu comme quand moi je suis née en 1960, mon père reprend la ferme de mon grand-père, loi de programmation agricole, grande loi, 1962, on va détruire toute l'agriculture familiale de France, et on va passer au modèle agro-industriel qui va se passer d'ailleurs sur la ferme de mon père, parce qu'il pensait que c'était l'avenir, enfin, etc. Bon, je précise qu'entre-temps, la ferme est passée en bio, voilà. Mais voilà, il a fait ça, mon père. Et pourquoi? Et on a envoyé des techniciens partout, sur toutes les fermes. Dans les lycées agricoles, on a dit maintenant, il faut mettre des produits chimiques, il faut mettre, vous voyez. Donc, on peut le faire, mais il faut une vraie volonté politique et une vision. C'est ça qui manque, vous voyez, une vision. Ouais. Alors, moi, j'espère que Nicolas Hulot, parce que vous m'en avez parlé, en faisant cette concession que manifestement il a accepté de faire, de dire, bon, c'est pas un non total, c'est un non avec, voilà, eh bien, on pesera suffisamment pour que on puisse engager cette transition agricole, au moins pour tous ceux qui sont prêts à le faire, voilà. Ouais, d'autant plus que les modèles existent. Oui. Moi j'ai fait un film et un livre qui s'appelle Les Moissons du futur. Exactement. Ouais. Je voudrais en venir peut-être à la dernière partie de notre entretien qui porte donc sur le tribunal Monsanto, donc qui est en fait le fil conducteur à la fois de votre film et du livre. Et j'ai une question de Camille à ce sujet. Qu'est-ce que ce tribunal international Monsanto exactement? Alors c'est une initiative de la Société civile internationale. Bon, à l'origine, ce sont 2 Suisses qui sont venus me voir là où j'habite, en région parisienne. C'était à l'automne 2014. Et ils sont venus me voir en me disant, on a vu votre film Le Monde sur le Monsanto et on aimerait faire un tribunal contre Monsanto. Ça m'avait paru à l'époque complètement saugrenu. J'étais dit, bon, mais ils étaient particulièrement têtus. Je leur rends vraiment hommage parce que sans eux, ça n'aurait pas eu lieu. Je raconte tout ça dans le livre, voilà. Et ils m'ont demandé d'être la marraine, parce qu'ils m'ont dit, vous avez une légitimité, vous pouvez nous aider à contacter Vandana Shiva, par exemple, Olivier de Scutter, le rapporteur des Nations Unies pour l'alimentation, etc. Et ça s'est fait. Bon. Alors moi, j'avais posé 2 conditions à l'époque. C'était que ce soit un vrai tribunal, dans le sens où ce soit de vrais juges qui siègent, parce que vous savez, parfois, il y a des tribunaux qui sont des tribunaux d'opinion où on joue des rôles. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de participer à ce genre. C'est bien, c'est très pédagogique, etc. Mais moi, je me suis dit, là, il faut de vrais juges. C'était d'ailleurs un gros défi, parce qu'il fallait trouver des juges qui acceptent de siéger dans ce tribunal. Donc de vraies victimes et de vrais experts. C'est-à-dire que et d'ailleurs c'est ce qui s'est produit. Moi, je garde un souvenir très ému de ces 2 jours à La Haye.
Dans une vraie ville, j'ajouterais, Voilà. parce que c'est une ville symbole, là, puisque c'est Voilà. là que siège la Cour pénale la Cour internationale. pénale internationale. Et ça, c'était la deuxième condition que j'avais posée, parce qu'à l'époque, il y avait une campagne, une initiative citoyenne dont j'étais l'une des marraines, enfin l'un des soutiens, qui s'appelait End Ecocide on Earth, arrêtons l'écocide sur la Terre, et campagne pour donc faire reconnaître un nouveau crime, qui serait donc le crime d'écocide. Écocide, ça veut dire c'est le crime contre les écosystèmes. Hein. Et donc cette campagne, et j'étais tout à fait d'accord, disait qu'au XXIe siècle, il y a des grands défis qu'il n'y avait pas au XXe siècle, n'est-ce pas? Le dérèglement climatique, la destruction de la biodiversité, enjeu énorme, et qu'à enjeu nouveau, il fallait des nouveaux outils juridiques. Voilà, exactement. Et donc l'idée, c'était, c'est pour ça que La Haye avait été choisie par ces deux Suisses qui avaient bien pensé tout, c'était, donc aujourd'hui, nous avons la Cour pénale internationale qui peut être saisie de 4 crimes, hein, qui sont le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime d'agression et le crime de guerre. Et l'idée, ça serait que... Qu'il y a un cinquième crime, c'est ça? Voilà, un cinquième crime qui soit reconnu, qui serait donc le crime d'écocide, et qui aurait un avantage important pour tout ce qui est donc... toutes les victimes d'empoisonnement, enfin par des produits chimiques, c'est qu'on pourrait poursuivre au pénal les dirigeants des multinationales ou des entreprises qui seraient coupables de ce crime. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, les victimes, les personnes qui s'estiment victimes d'un produit, la seule chose qu'elles peuvent faire, et si elles en ont le courage, l'argent, le temps, enfin, donc elles ne le font pas en général, hein, c'est très difficile, eh bien, elles peuvent au mieux obtenir des réparations ou une indemnisation pour le dommage qu'ils ont subi. Et on sait à quel point c'est difficile, parce qu'il y a un autre cas que je connais très bien, c'est Paul François, dont j'ai révélé l'affaire et l'histoire dans notre poison quotidien. Voilà. Et ça fait 9 ans, hein. Monsanto est allé jusqu'en cassation. Vous voyez, voilà. Alors le but du tribunal, c'était ça aussi, hein. C'était de se dire, rassemblons toutes ces victimes qui n'ont jamais eu le droit de s'exprimer, qui viennent des 5 continents. Les juges vont faire, comme ce sont des vrais juges, ils vont émettre ce qu'on appelle une opinion juridique d'autorité, c'est-à-dire que c'est une vraie opinion juridique fondée juridiquement. Et aujourd'hui, ça je peux en témoigner parce que c'est ce qui est en train de se passer, ça sert de corpus. Alors justement, j'ai une question de Camille. Quel impact ont eu les conclusions du tribunal international Monsanto? Ont-elles permis d'avancer sur la question de la reconnaissance de la notion d'écocide? Et elle vous remercie pour votre travail. Il y a énormément de messages de remerciements en fait. Alors, c'est un travail lent, hein, évidemment, mais l'opinion juridique émise par les juges a été prise très au sérieux, d'abord été beaucoup relayée dans la presse, hein, a été transmise à la Cour pénale internationale. Il faut savoir que légalement, pour pouvoir, il faudrait un amendement du statut de Rome, hein, qui fonde la Cour pénale internationale, et pour ça, il faut qu'un État, au minimum, saisisse l'ONU et demande. Voilà. Alors, on a parlé du Costa Rica qui serait prêt à le faire. On aimerait bien que la France, pourquoi pas, hein, Corinne Lepage travaillait beaucoup à ça, par exemple. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en Argentine, par exemple, qui est une partie importante de mon enquête, il y a beaucoup de gens malades. Moi, ça m'a beaucoup touché, ce qui passe là-bas. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible, terrible. Eh bien, les avocats là-bas, dont un qui est venu d'ailleurs au tribunal, ont maintenant tout ce corpus juridique. Ils peuvent s'appuyer dessus pour lancer des vraies actions. Mais d'ailleurs, il y a une multiplication d'actions en justice. Énorme. On pourrait citer le cas américain aussi. Oui, alors... Il y a des actions de classe, en fait. Voilà, ça c'est tout à fait nouveau. Moi, quand je filme, je rencontre l'avocat américain qu'on voit dans le film, Timothy Luxembourg, ça se passe en mai 2016. À l'époque, d'ailleurs, je fais la première rencontre avec la première qui porte plainte, Christine Shepard, qui est dans le film. Et à l'époque, il me dit, il y a à peu près 500 personnes, 500 agriculteurs ou maraîchers américains qui ont utilisé du Roundup et qui ont un lymphome non-Hodgkinien, qui est une forme très rare de leucémie, qui ont porté plainte. Quand il vient au tribunal, Timothy dit, je représente 1000, et là, aujourd'hui, 3500. Alors, dans les 3500, il y en a 2500 que lui représente, plus un autre cabinet d'avocats. Mais ça veut dire que c'est énorme. Ce sont donc 3500, et puis ça monte, Timothy Luxembourg a dit, je pense qu'on va arriver à 10 000, c'est pas du tout exclu, parce que toutes les semaines, il y a de nouveaux Américains ou Américaines qui peuvent prouver qu'ils ont utilisé des herbicides à base de glyphosate, dans les champs, leurs jardins, voilà, leur pelouse aussi, parce qu'il y a des cas comme ça, et qui ont un lymphome non-Hodgkinien. Et il se trouve que le CIRC, l'agence onusienne, à partir de la littérature scientifique publiée, encore une fois, parce qu'ils n'inventent pas les choses comme ça, hein, ils disent que ce lien est très très bien établi par des études indépendantes, le lien entre l'exposition au glyphosate et
cette forme de cancer très rare. C'est pourquoi donc cette class action, ce qui est une sorte de class action, concerne que ceux qui ont un lymphome non-Hodgkinien. Mais il y a bien sûr d'autres cancers qui sont concernés. Donc ça, c'est énorme. Et quand ça aboutira, parce que ça aboutira, ça prendra du temps. Parce que toutes les mesures vont être prises par Monsanto, comme d'habitude, pour gagner du temps. Mais est-ce qu'on a le temps? Voilà. Parce que ça, la Monsanto est en passe quand même d'être racheté par Bayer. Qu'est-ce qui se passe si Monsanto est racheté par Bayer? Alors ça, c'est une question que nous avons posée avec Corinne Lepage et Renate Künast, qui était l'ancienne ministre de l'Agriculture d'Allemagne. Renate était une ambassadrice du tribunal international Monsanto. Corinne Lepage, l'ex-ministre de l'Environnement française, avocate, était dans le comité juridique. Et nous avons écrit une lettre, toutes les 3 mois en tant que marraine, à la commissaire européenne en charge de la concurrence, qui doit donc annoncer début janvier si l'Union européenne donne son feu vert, son aval, à cette fusion. Parce que la crainte de la Commission, c'est qu'il y ait la constitution d'un monopole, ce qui violerait les lois et les règles de la concurrence. Évidemment qu'il y aura la création d'un monopole. Donc, même pour nous, la question principale n'est pas là. Pour nous, la question principale, c'est si cette fusion a lieu, et c'est vraiment une absorption de Bayer. Bayer absorbe Monsanto. Monsanto disparaît. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec la responsabilité pénale et juridique de Monsanto? Parce que les précédents sont plutôt inquiétants. Alors, on cite dans cette lettre qu'on a adressée à la Commission européenne le cas de Bhopal. Vous savez, Bhopal, c'est une grande tragédie industrielle, une des plus grandes du XXe siècle. Ça s'est passé en Inde, n'est-ce pas? Une usine d'herbicides, d'ailleurs, d'insecticides, Union Carbide. Problème, bref, d'un gaz c'est terrible, qui s'épand en pleine nuit, plein de morts, plein de blessés, plein de malades, enfin. Et Union Carbide, évidemment, a traîné la patte, excusez-moi l'expression, pour faire face à ses responsabilités. Puis après, ils ont été rachetés par Dow Chemicals, qui est un copain de Monsanto. Et Dow dit aujourd'hui, moi, ça ne me concerne pas, ça n'existe plus Union Carbide. Donc c'est très très inquiétant et nous on demande des garanties, c'est-à-dire que si cette fusion a lieu, qu'est-ce qui est prévu pour qu'au minimum Bayer endosse la responsabilité pour toutes les actions passées et commises par Monsanto. Nous pensons même que c'est l'une des raisons principales pour que Monsanto accepte d'être absorbé par Bayer, c'est d'échapper à tous ces procès et à la justice. Donc cette question n'a pas, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Quand nous avons fait une avant-première au Parlement européen, Michel Rivasi, qui a organisé il y a 3 semaines, elle a dit, ah bah oui, ils ont écrit une lettre, alors c'était le groupe des écologistes, allant dans le même sens, voilà. Mais ça, c'est une vraie inquiétude, parce que si effectivement Monsanto n'existe plus, on vient de le voir récemment, je ne sais pas si vous avez suivi il y a 2 jours, avec des victimes de l'amiante pour les charbonnages de France. Charbonnage de France a disparu. Et ben, je dis, voilà. Alors, donc c'est un... c'est un des enjeux un très gros enjeu. Écoutez, Marie-Monique, merci beaucoup. Et puis, je ne peux que vous inciter à aller sur le site d'Arte pour revoir le Roundup face à ces juges. Et puis, pour en savoir plus encore, c'est je vous renvoie vers le livre qui est encore plus complet, plus précis que le documentaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir.